vais vous parler aujourd'hui d'une partie des résultats de ma thèse. Seulement une partie des résultats et la présentation s'intitule Jardiner chez soi pour la qualité ou la quantité des aliments. Et je vais faire un peu le portrait des jardiniers et jardinières montréalais qu'on a étudié dans le cadre d'un autre projet de recherche porté en partenariat avec Éric Duchemin, INFAM, Nathan McClintock aussi, un autre projet porté par OLAB et le consortium Urano. Fait que c'est ça. Mes recherches s'intègrent un peu dans toute cette dynamique, puis ça, c'est une partie de mes résultats. Je vais essayer d'aller assez vite et de laisser vraiment du temps pour les discussions après, parce que c'est ça qui m'intéresse le plus. Puis je suis surtout très preneur de vos retours, vos questions, pour améliorer la présentation, le contenu, sachant qu'il y a une soutenance qui va bien dans pas trop longtemps. Alors, pour commencer, ça fonctionne pas. Faut que la souris soit vraiment de ce côté-là. C'est que je la vois pas. Ah, ok. Voilà. Je vais rentrer directement dans le vif du sujet puis définir vraiment le cœur de ma thèse, l'objet d'étude auquel je m'intéresse, que je définis comme le jardinage alimentaire domestique. Je définis le jardinage alimentaire domestique comme la culture d'aliments, des petits fruits, des légumes, des fines herbes, des champignons, par un ou plusieurs membres d'un ménage dans l'enceinte du domicile ou à proximité de son lieu de résidence. Et ce qui est important dans cette définition, c'est que je considère les activités de jardinage alimentaire domestique comme réalisées par les ménages et elles servent en premier lieu à leur propre usage, à leur propre alimentation. Et derrière le jardinage alimentaire domestique, particulièrement dans le contexte montréalais, on a toute une diversité d'activités. On peut parler par exemple de jardinage communautaire. Ici, vous voyez une photo d'un jardin communautaire qui sont souvent des espaces dans le domaine public qui sont dédiés au jardinage et où des individus peuvent avoir des petites parcelles, en général 10 à 15 mètres carrés à Montréal, donc pour leur propre usage, leur propre culture, mais là, c'est pas dans l'enceinte de leur domicile, c'est dans un domaine public qui est mis à disposition et partagé. Et ça, c'est pour le jardinage communautaire. Il y a aussi ce qu'on nomme le jardinage collectif à Montréal, qui sont là des activités de la même façon qui se passent dans des jardins. C'est souvent géré par des organismes communautaires, des associations, des institutions, où la production, elle est effectuée par des citoyens, mais aussi des animateurs horticoles ou d'autres personnes. Et elle est non seulement partagée entre les jardiniers et jardinières, mais aussi souvent destinée à une autre activité, une activité de banque alimentaire, une activité pour l'association qui gère la parcelle, par exemple. Donc, il y a une autre dimension à ces activités de jardinage. Là, j'ai mis une petite photo du programme de Montréal Adopte un carré d'arbres, parce que la ville propose aussi des activités pour aussi occuper l'espace public, avec l'occupation de petits carrés d'arbres où les gens peuvent adopter leur carré d'arbres et jardiner un petit peu ce qu'ils veulent sur cette partie de terrain, si je peux dire. Il y a aussi d'autres initiatives comme Mange Trottoir à Villeray, où là, c'est des packs de culture qui sont mis à disposition des gens aussi sur les trottoirs. Donc là, c'est un peu accessible à tout le monde et ça se passe toujours dans le domaine public. Mais en parallèle de toutes ces activités-là, qui sont souvent assez connues, assez institutionnalisées, etc., il y a aussi toutes les activités résidentielles. Et là, je vous mets une photo, par exemple, d'un potager en cour arrière, avec là, on voit quand même une grande parcelle qui, cette fois, est attenante au domicile des jardiniers, où ils cultivent leurs propres légumes pour leur propre usage. Il y a aussi à Montréal beaucoup d'activités sur les balcons. Si je vous ai mis une photo de mon balcon il y a 3 ans, je pense que c'était avec ma colocataire, on avait réussi à faire quelque chose de sympa. On avait disposé donc des pots sur notre balcon en avant à Montréal. Ça nous a permis de récolter quelques légumes. Et il y a d'autres activités qui se passent aussi proches du domicile, mais sur les toits. Et là, c'est une photo qui n'est pas représentative de tout ce qu'on peut voir ou trouver. Mais ça, c'est un toit qui est dans le sud-ouest de Montréal où un habitant a carrément recouvert son toit de pots, de bacs avec des systèmes d'irrigation pour y cultiver des légumes. Et comme vous voyez, il y a tout un tas d'activités qui sont regroupées derrière le concept de jardinage alimentaire domestique que je propose. Et elles visent toutes donc à produire des aliments, fruits et légumes frais pour les ménages. Maintenant, derrière ces activités, il y a un concept qu'on retrouve souvent dans la littérature, la multifonctionnalité. Ici, je parle d'abord du jardinage associatif parce que c'est ce qui a fait l'objet des premiers travaux d'Éric Duchemin et ses collègues dans la fin des années 2000, où ils ont associé plusieurs dimensions au jardinage associatif et plusieurs fonctions à ces activités-là. Depuis, ce concept-là s'est largement étendu à toutes les activités d'agriculture urbaine. On parle d'agriculture urbaine multifonctionnelle, ça s'applique aussi, je ne l'ai pas dit ici, mais à l'agriculture rurale où ce concept-là se déploie. Et c'est le cas aussi pour les activités de jardinage alimentaire domestique.
Pour aller plus loin de ce côté-là, j'ai effectué moi une revue de littérature pour un petit peu associer ces différentes dimensions, mais au cas précis du jardinage alimentaire domestique. Et là, je vais vous lire rapidement quelques constats que j'ai faits dans la littérature qui s'associent aux dimensions dont je vais parler juste avant. Premièrement, les personnes jardinent pour faire une activité physique. Ça, c'est un constat qu'on retrouve assez souvent dans la littérature et que j'associe aux dimensions de loisirs, de santé. Il y a d'autres constats comme les personnes jardinent pour des raisons politiques, pour la justice alimentaire, pour revendiquer des espaces, pour l'environnement. C'est aussi des choses qu'on retrouve dans la littérature. Le jardinage revêt une dimension sociale importante parce que les personnes jardinent pour sociabiliser, intégrer une communauté de jardiniers et jardinières. Et cette dimension sociale, elle est très liée à la dimension éducative, car les jardiniers s'entraident, partagent leur savoir, y compris avec leurs enfants. Le jardinage alimentaire, c'est aussi pratiqué pour des raisons culturelles à certains moments, que ce soit pour exprimer une identité culturelle, traduire un certain mode de vie, parfois reproduire en fait des activités qui étaient faites dans un autre contexte, des origines paysannes ou un contexte rural, ou aussi exprimer certaines spiritualités ou croyances. La suite, il y a d'autres constats, mais les personnes jardinent aussi parfois pour faire des économies, notamment en période de crise. Les personnes jardinent pour se détendre et considèrent cette activité comme un loisir. Et enfin, les personnes jardinent pour produire des aliments en quantité et pour la saine alimentation, le goût et la fraîcheur des aliments. Donc là, je vous ai listé tout un tas de constats que j'ai retrouvés dans la littérature qui s'appliquent au jardinage alimentaire domestique, mais c'est pas mobilisé de la même façon, suivant par tous les auteurs, etc. Mais c'est des choses qu'on retrouve et que la littérature atteste. Plus spécifiquement, moi, je me suis intéressé dans ma thèse au potentiel alimentaire. Donc, il y a deux types d'objectifs ou de motivation alimentaire que j'ai identifiés ici. Plutôt les aspects qualitatifs sur le goût, la fraîcheur, la proximité. C'est des choses qui ont été surtout étudiées dans les jardins communautaires. Et à côté de ça, les aspects plus quantitatifs sur la quantité produite, les rendements des activités. Puis ça a été étudié avec des études sur la productivité des activités, notamment les potagers résidentiels ou les jardins communautaires. Donc, pour résumer, il y a tout un tas de fonctionnalités associées au jardinage, différents constats dans la littérature. Je me concentre ici sur deux aspects alimentaires en distinguant le qualitatif et le quantitatif. Mais ce que j'ai constaté aussi dans cette revue de littérature, c'est qu'ils sont peu souvent distingués suivant les types d'activités, ces raisons, ces motivations. Donc, je vais aujourd'hui tenter de répondre à la question de quels sont les objectifs des jardiniers liés à leur alimentation et est-ce que ça varie suivant les types d'activités. J'ai ajouté ici un peu la question du niveau de contribution alimentaire et de la productivité, parce que ça, je me suis plus intéressé dans ma thèse. Je vais vous donner quelques éléments ici, mais on pourra en reparler en discussion si vous souhaitez. Pour étudier ces objectifs associés au jardinage, il y a un sondage téléphonique qui a été diffusé en 2019 dans la région de Montréal sur 5 territoires. Dans chacun de ces territoires-là, on a recueilli 275 réponses et on a identifié les personnes qui jardinaient ou non. Les personnes qui jardinaient ont répondu à plus de questions, notamment celles sur leurs objectifs et les raisons qu'ils associent au jardinage. Les 5 territoires qui ont été choisis, c'est des territoires qui appartiennent à la communauté métropolitaine de Montréal. Donc là, on est sur la grande région montréalaise. Il y a notamment le territoire de Terrebonne au nord et un territoire de banlieue où là, on recense 65% par exemple de maisons individuelles. Donc beaucoup d'espaces, des maisons détachées avec des espaces pour jardiner. Il y a aussi une zone du territoire de Longueuil au sud qui a été étudiée. Ça, c'est une zone plus dense, caractérisée aussi par des revenus assez faibles. C'est une zone qui a été choisie pour ça notamment. Il y a le territoire de Chaumeday qui appartient à l'île de Laval au nord de Montréal, où là c'est un territoire avec une forte proportion de population immigrante, 44% d'immigrants sur ce territoire, avec des conditions socio-économiques plutôt favorisées, aisées, ou en tout cas comparables à la médiane, à la moyenne des territoires de la région de Montréal. Et ensuite deux territoires qui sont sur l'île de Montréal, Côte-Saint-Paul-Villemar au sud, avec une part de population à faible revenu assez élevée et peu d'immigrants sur ce territoire, beaucoup plus de personnes nées au Canada. Et comparativement, par exemple, au territoire de Montréal-Nord, avec 47% d'immigrants sur ce territoire, une forte proportion de ménages à faible revenu et une très forte densité aussi de logements, avec plutôt des immeubles, etc. sur ce territoire. Donc bref, ces 5 territoires-là, ils représentent toute une diversité de contextes de la CNL. Attends.
Et ça a tout des contextes différents de la CMM qu'on peut retrouver aussi bien sur certains territoires de l'île, en banlieue, etc. On a sélectionné 13 raisons de pratiquer le jardinage qui s'associent au constat que j'ai fait dans la littérature, aux dimensions qui ont été identifiées dans d'autres travaux. Ces 13 variables-là sont nommées ici, donc je vais vous les lire rapidement. Il y a l'accès à des aliments frais de proximité, manger plus sainement, le plaisir de jardiner, savoir d'où vient la nourriture, avoir un intérêt pour l'environnement, pratiquer une activité apaisante, montrer aux enfants d'où viennent les aliments, embellir son milieu de vie, jardiner pour l'autosuffisance alimentaire, accéder à des aliments qui correspondent à la culture des jardiniers, jardinières, prendre du temps en famille avec des amis ou des voisins, diminuer ses dépenses alimentaires et faire de l'exercice. Donc ça résume un petit peu tout ce qui a été expliqué avant. Et c'est des variables qui ont été évaluées par les répondants sur une échelle de 1 à 5. Pas du tout important pour eux, jusqu'à très important pour eux. Et ça nous a permis donc un peu d'étudier ces différents objectifs. Et notamment, je les ai mis en gras, les objectifs alimentaires dont je vais vous parler un petit peu plus en détail. Pour analyser ces données, j'ai réalisé une analyse en composantes principales. Donc, je vais vous le présenter tantôt, mais c'est une analyse graphique qui permet d'étudier les différents individus puis leurs réponses. Ça pour les 13, en considérant les 13 raisons de jardiner. J'ai aussi fait une classification ascendante hiérarchique, pareil avec ces 13 variables-là, et cette fois-ci, ça permet de faire des groupes de répondants qui se ressemblent plus ou moins suivant leurs réponses. J'en parle rapidement parce que je vais vous présenter un peu de ces résultats-là plus tard, mais j'ai aussi fait des régressions logistiques pour comparer les raisons de jardiner aux variables socio-économiques. Donc, le territoire de résidence, les types de logements, statut d'habitation, type de ménage, genre, âge, lieu de naissance, occupation principale, niveau d'études, revenus. Ça permettait de voir quel profil exprime davantage certaines raisons de jardiner. Je passe tout de suite aux résultats, le vif du sujet. Et je vais commencer par présenter des résultats globaux du sondage, un peu pour contextualiser, puis voilà, vous donner certains résultats annexes aux motivations. Dans l'échantillon du sondage, donc les 1375 répondants, il y en a 502 qui jardinent, donc 37%. C'est comparable aux sondages qui ont été diffusés à Montréal dans les 10 dernières années. Souvent, on recense de 35 à 45% de la population qui jardine. Ça a l'air plutôt stable suivant tous les différents sondages qui ont été diffusés. Ici, on voit qu'il y a légèrement plus de personnes qui jardinent en proportion à Terrebonne, 44%, le territoire de banlieue où il y a plus de place. Comparativement, par exemple, au territoire de Chaumédé sur l'île de Laval, avec 31% de personnes qui jardinent. Puis on voit que c'est assez stable. Dans Côte-Saint-Paul, Villemar, Longueuil, Montréal-Nord, 36%, 36%, 36% des répondants qui jardinent. Donc il y a ici un effet quand même de territoire sur la pratique du jardinage. Et ça reste que c'est plus de 31% dans tous les territoires. Pour ce qui est des lieux de jardinage, intéressant de constater que 95% des activités ont lieu au domicile. Cour avant, cour arrière, balcon, toit. Seulement 2% des activités recensées sont des activités de jardinage communautaire et 1% des activités de jardinage collectif. Il faut préciser quand même ici que les territoires choisis ne sont pas nécessairement ceux avec le plus de jardins communautaires ou collectifs. Il y en a quand même à Montréal-Nord, 2. Il y en a aussi à Côte-Saint-Paul-Villemar, notamment 1 ou 2. Et à Longueuil, 1 ou 2 jardins communautaires également sur le territoire, mais souvent assez éloignés de la zone étudiée. Donc, ces proportions-là sont peut-être un peu plus importantes dans d'autres arrondissements connus pour leur programme de jardinage communautaire. Mais le constat reste que ces pratiques d'agriculture urbaine et de jardinage, elles sont avant tout résidentielles et domestiques, avant d'appartenir donc au domaine public ou institutionnel. Pour ce qui est des lieux, voilà, donc 71% de jardinage en cour arrière, grande majorité des pratiques de jardinage, donc qui investissent des espaces en terre, relativement grands, on le verra plus tard, et 24%, donc un quart, sur les balcons. Donc, on le sait, c'est quand même une activité importante à Montréal, puis les résultats le montrent ici aussi dans les différents territoires qu'on a étudiés. Un petit peu moins de jardinage sur le côté de la maison, en cour avant et à l'intérieur, avec seulement un répondant qui dit jardiner à l'intérieur de son domicile. Pour ce qui est des surfaces cultivées, on voit qu'il y a un quart quand même des répondants qui cultivent seulement quelques plants, donc des activités assez anecdotiques. Mais c'est quand même 37% qui jardinent sur plusieurs mètres carrés, tout en ayant des parcelles inférieures à 10 mètres carrés. Et ensuite, si on prend donc tout
toutes les parcelles supérieures à 10 mètres carrés, on a quand même 30%, près d'un tiers des répondants, qui jardinent sur plus de 10 mètres carrés. Donc, 10 mètres carrés, c'est 100 pieds carrés. Je ne sais pas si vous voyez ce que ça représente, mais c'est quand même une bonne parcelle de 5 mètres par 2 mètres. Donc, on fait des choses avec ces surfaces-là. Pour ce qui est des profils, là, c'est seulement sur quelques variables, mais je constate que 51% des répondants jardinent depuis plus de 10 ans. Et c'est vraiment une pratique qui s'entretient et qui souvent se répète en fait année après année, puis qui est pratiquée sur le long terme. Pour ce qui est du temps de jardinage, la majorité, 43%, jardine moins de 2 heures par semaine, mais il y a quand même 34%, un tiers qui jardine entre 2 et 5 heures par semaine, ce qui est quand même beaucoup, et même jusqu'à 22% qui jardinent plus de 5 heures chaque semaine. Enfin, pour la contribution alimentaire, ça a été estimé suivant la part que les récoltes représentent dans les approvisionnements en fruits et légumes frais des ménages pendant l'été. Donc, on a estimé, les répondants ont estimé un peu la part de leur production dans leur alimentation. Il y a la grande majorité, 70%, qui disent que ça représente moins du quart de ce qui s'approvisionne en fruits et légumes frais l'été, mais quand même 29% qui disent que ça correspond à plus du quart de leurs approvisionnements alimentaires. Donc, parmi toutes les activités qu'on a listées et décrites, il y en a qui contribuent tout de même significativement à l'alimentation des ménages en fruits et légumes frais, pendant l'été du moins. Il y a un autre constat qui est à faire, c'est que le partage d'aliments est fréquent. Il y a 45% des répondants qui partagent des aliments avec d'autres personnes, puis notamment leur famille pour 28% et leurs voisins pour 25%. Donc, c'est intéressant de voir que ça reste non seulement dans les cercles familiaux, mais aussi avec le voisinage dans un quart des cas où des aliments sont partagés. Et dernière chose, c'est ça, on a aussi recensé la présence d'arbres fruitiers chez les personnes qui jardinent. Et là, il y en a 38% parmi les jardiniers, donc parmi les 502 répondants, hein, on est à 38% du 37% du sondage global, qui possèdent des arbres fruitiers, puis notamment à Terrebonne avec 48% d'entre eux. Et il y en a beaucoup moins sur d'autres territoires plus denses comme Côte-Saint-Paul, Villemar. Voilà, donc les arbres fruitiers qui peuvent participer significativement à cet approvisionnement en fruits pour les. Maintenant, on plonge dans le sujet des motivations, des objectifs, des raisons associées au jardinage. Vous voyez ici les 13 variables que je vous ai présentées tantôt, classées cette fois-ci par ordre d'importance, suivant les proportions de répondants qui disent que c'est très important ou plutôt important pour eux. Il y a 3 grandes seuils, je dirais, un petit décalage ici, avec les motivations de A à E ici, qui sont vraiment très importantes pour plus de 66% des répondants. Un deuxième bloc ici qui est très important pour la moitié environ des répondants. Et un dernier bloc ici qui est important pour moins de 40%, très important par exemple pour moins de 40% des répondants. Pour ce qui est des raisons alimentaires, on voit qu'en premier lieu, c'est vraiment l'accès à des aliments frais et de proximité qui revient, le fait de manger plus sainement, et aussi savoir d'où vient la nourriture. Toutes ces 3 raisons-là sont vraiment très importantes pour une grande majorité de l'échantillon. Et ensuite, ce qui touche à l'autosuffisance alimentaire et l'accès à des aliments qui correspondent à la culture des répondants, qui eux appartiennent vraiment au groupe plus bas, où il y a moins de personnes qui considèrent que c'est très important ou plutôt important pour eux. Pour aller plus loin dans cette analyse, je vais vous présenter les résultats de l'ACP maintenant, et du premier plan factoriel de l'ACP. Donc, c'est une représentation graphique. Et on parle d'inertie globale résumée par l'ACP. C'est, pour le cas de celle-ci, 44%. En gros, ça résume la variabilité de l'échantillon. Il y en a 44% qui sont bien reflétés dans ce que je vais vous présenter. Mais il y a toute une autre partie de l'échantillon, de variation des données, de l'information, qui n'est pas nécessairement captée par cette analyse. Mais voilà, ça renseigne quand même très visuellement et puis très bien sur les réponses des jardiniers jardiniers. Donc voilà, ici à gauche, le premier plan factoriel de la avec le nuage des individus. Donc chaque point représente un répondant qui a été situé sur un graphique. Et à droite, le cercle des corrélations qui représente les variables et leurs liens avec les axes du graphique. Globalement, si on regarde le cercle des corrélations, on voit que toutes les variables sont tournées vers la droite du graphique. Ce qui veut dire que le premier axe ici
va sélectionner les individus à droite qui répondent très importants, à gauche qui ne représentent pas du tout important, et ça sur toutes les variables. Ensuite, le deuxième axe, il va séparer en haut les variables qui sont corrélées positivement ici avec l'axe, qui sont les variables de plaisir de jardiner, faire une activité apaisante, donc plutôt les enjeux de loisirs. Et en bas, on retrouve les variables de manger plus sainement, rechercher l'autosuffisance, etc. Donc plus des variables liées à l'alimentation. On reviendra sur ce nuage des individus qui a une forme conique, parce qu'on voit que les individus ont tendance ici à répondre positivement à toutes les variables, tandis qu'ici, dans ceux qui représentent moins importants pour certaines, ils se distinguent suivant le loisir ou l'alimentation. Et j'y reviendrai tantôt. Mais cette ACP, elle a permis non seulement de regarder le nuage des individus, mais aussi de classer les variables, comme je vous l'ai dit, suivant les réponses des individus. Et ça m'a donné 4 catégories. La première, c'est alimentation et environnement, qui regroupe le fait de vouloir de chercher d'où vient sa nourriture, de vouloir manger plus sainement, d'avoir des aliments de proximité et frais et d'avoir un intérêt pour l'environnement. Et ça, c'est 4 variables qui, globalement, ont les mêmes comportements et les individus répondent à peu près les mêmes choses, soit très important pour toutes ces variables, soit moins important pour toutes ces variables. Pour ce qui est de la catégorie de loisirs, on retrouve les jardiner pour faire une activité apaisante, embellir son milieu de vie, faire de l'exercice, avoir du plaisir à jardiner. Soit même chose, les individus répondent plus ou moins les mêmes informations suivant ces groupes de variables. La troisième catégorie, c'est sur l'éducation et la sociabilisation. Donc là, ici, c'est pour montrer aux enfants d'où viennent les aliments, passer du temps en famille. Et la dernière catégorie sur la contribution alimentaire, la recherche d'autosuffisance, vouloir diminuer ses dépenses alimentaires et accéder des aliments qui correspondent à sa culture. Donc là, on voit un petit peu une distinction entre des variables qui considèrent des objectifs plus quantitatifs ici, puis dans l'autre catégorie, des aspects plus qualitatifs liés dans notre échantillon aussi aux préoccupations environnementales. Pour mieux encore interpréter maintenant les réponses des individus, voici les résultats de la classification ascendante hiérarchique qui distingue 3 groupes de répondants. En premier lieu, il y a ce que j'ai nommé les passionnés qui représentent 52% de l'échantillon. C'est eux qui répondent très important à tout, à toutes les motivations. Ensuite, il y a les pragmatiques qui représentent 37% de l'échantillon. Eux, ils priorisent les raisons liées à l'alimentation. Ils répondent très important pour manger sainement, recherche savoir d'où viennent les aliments, etc. Et sont moins intéressés par tout ce qui est loisirs, éducation, sociabilisation. Puis enfin, il y a les hédonistes qui sont 11% de l'échantillon où eux, c'est le plaisir de jardiner, faire une activité apaisante, etc., qui sont vraiment très importants pour eux et beaucoup moins les autres raisons. Je reviens sur le schéma et le nuage des individus parce que vous voyez les couleurs. Ici, ce sont les passionnés. En vert, ici, ce sont les pragmatiques. Puis en bleu, ce sont les hédonistes. Donc, on voit qu'ils répondent vraiment positivement à tout sur ce nuage-là, dans ce groupe-là, pardon. Ici, les enjeux alimentaires et ici, les enjeux de loisirs. Maintenant, j'ai croisé ensuite ces 3 groupes qui résument bien, en fait, un peu les comportements, les raisons associées au jardinage à d'autres variables, notamment ici le territoire de résidence. Puis on voit que des passionnés, c'est plus de la moitié des jardiniers sur tous les territoires. Les pragmatiques sont un peu moins représentés à Chaumédé, par exemple, qu'à Terrebonne. Et les hédonistes sont un peu moins nombreux à Montréal-Nord et à Terrebonne. Mais globalement, on retrouve vraiment les passionnés pragmatiques qui sont les 2 catégories qui expriment des motivations liées à l'alimentation sur tous les territoires. Il y a des proportions très élevées. Ce tableau ici, c'est issu d'une régression logistique qui a comparé les variables de motivation au profil socio-économique des répondants. Puis on va le regarder, le lire par colonne et par ligne. Parce que je le sais, il n'est pas toujours très facile à lire de prime abord. Mais on retrouve en fait 3 variables de motivation qui correspondent aux 4 catégories. C'est celles qui ont été significatives dans le modèle. Et je les ai comparées ensuite, ces variables-là ont été comparées donc, aux différentes variables socio-économiques. Et on retrouve ici dans le tableau les étoiles suivant la significativité du coefficient et plus et moins suivant si c'est positivement ou négativement corrélé. Ça a été comparé donc, à des modalités, donc des options de réponse qui sont les résultats ici des coefficients. Et elles ont été comparées à des références, donc d'autres modalités
Par exemple, ici, Montréal-Nord a été comparé à Terrebonne. Ici, les propriétaires ont été comparés aux locataires parce qu'il y a deux modalités de réponse, etc. Je pourrais vous en dire plus peut-être. Pour ce qui est en colonne, la variable de genre, c'est intéressant de voir que la motivation de contribution alimentaire, d'alimentation, environnement, de loisirs, d'éducation et de sociabilisation, c'est plus important pour les femmes. De façon générale, dans l'échantillon, elles répondent davantage très important que les hommes. Pour ce qui est des personnes nées au Canada ou des immigrants, ici, on voit que le fait d'être né au Canada, c'est négativement corrélé avec les motivations d'alimentation, environnement, de loisirs et d'éducation et de sociabilisation. Ça ne veut pas dire que c'est pas important pour les personnes nées au Canada, c'est juste que pour les immigrants de l'échantillon, c'est plus important. Et puis j'ai oublié de dire, mais c'est ça c'est significatif pour l'immigration, seulement pour alimentation, loisirs, éducation, pas nécessairement pour la contribution alimentaire. En ligne maintenant, pour ce qui est de la contribution alimentaire, on l'a déjà dit, les femmes, je trouve que c'est plus important. Et pour les revenus, les ménages aux très faibles revenus, entre 20 et 40 000 $ par an, qui gagnent 20 et 40 000 $ par an, trouvent que c'est très important, plus que les revenus très élevés, de 150 000 $ par an, mais aussi la modalité de 80 à 100 000 $, donc des revenus aussi élevés, qui ont répondu plus important que les ménages qui gagnent plus de 150 000 $. Et là, au niveau du revenu, on ne peut pas toujours interpréter ces données-là, mais très faible revenu intéressé par la contribution alimentaire. On va le voir plus tard, mais c'est lié peut-être au fait de vouloir diminuer les dépenses par cette contribution alimentaire, d'essayer de contribuer vraiment à son alimentation. Tandis que pour les ménages qui ont des revenus plus élevés, c'est plus associé à l'autosuffisance alimentaire. Ils veulent chercher plus d'expérimentation de ce côté-là, de produire plus d'aliments pour leur autosuffisance. Ensuite, pour l'alimentation et l'environnement, c'est plus important pour les résidents de Montréal-Nord comparé à ceux de Terrebonne. Toujours aussi pour les femmes, on l'a déjà dit, pour les immigrants. Et là, ici, plus important pour les très faibles revenus et moins important pour les revenus élevés. Donc, intéressant de voir que les motivations plus qualitatives liées à l'alimentation reviennent plutôt dans les ménages aux plus faibles revenus. Pour ce qui est du loisir, donc même chose, les femmes, les immigrants et les personnes âgées d'entre 65 et 74 ans. Ça, je le nomme ici, il y a d'autres études qui sont sorties depuis. On voit que les motivations de loisirs, de plaisir à jardiner sont plus exprimées par les personnes plus âgées que par les plus jeunes. Ensuite, pour l'éducation, la sociabilisation, plus important pour les locataires, pour les couples avec des enfants, ils veulent montrer à leurs enfants d'où viennent les aliments. Toujours pour les femmes, les immigrants et les personnes âgées d'entre 35 et 44 ans, qui sont aussi les ménages souvent qui ont des enfants plus jeunes dans l'échantillon. Donc ça peut en partie l'expliquer. Et pour ce qui est des revenus, plus important pour les très faibles revenus et non interprétable pour les revenus plus élevés. Donc, ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que les motivations varient quand même suivant les profils socio-économiques des répondants. Et on peut plus ou moins expliquer cette expérience. Et en ce qui concerne l'alimentation, ça revient que ce soit des enjeux qualitatifs et quantitatifs chez les femmes, et pour les enjeux plus qualitatifs, chez les immigrants, notamment dans notre échantillon. Ensuite, on a comparé ces motivations aussi aux pratiques d'alimentation des répondants. Donc ici, la consommation en fruits et légumes frais. Donc là, vous voyez les coefficients significatifs entre les variables de motivation puis les personnes qui mangent le plus de fruits et légumes frais. On voit que ces personnes-là, elles expriment préférentiellement les motivations liées aux enjeux alimentaires et environnementaux, puis pas nécessairement les autres motivations. Pour ce qui est des personnes en insécurité alimentaire, elles expriment notamment le fait de vouloir diminuer leurs dépenses en alimentation. Et aussi cette motivation ici qui est de passer du temps en famille avec les voisins, etc., donc de sociabilisation. Terminé pour les personnes qui produisent plus du quart de leurs approvisionnements en fruits et légumes frais pendant l'été. Eux, ils expriment les motivations liées aux enjeux alimentaires environnementaux, mais aussi certaines motivations de loisirs, notamment le fait de faire de l'exercice, la recherche d'autosuffisance alimentaire et de rechercher des aliments liés à la culture. Donc, ce qu'on peut voir à nouveau, c'est que les profils socio-économiques permettent d'expliquer certains intérêts dans le jardinage, notamment diminuer les dépenses pour les personnes qui en ont besoin. Être préoccupé par l'alimentation quand on mange beaucoup de fruits et légumes frais, puis qu'on est probablement déjà sensibilisé à ça. Mais pour les personnes qui jardinent et qui produisent beaucoup, eux, ils expriment beaucoup d'intérêts divers et variés. Donc, il semblerait que les bénéficiaires d'une grosse production
valorisent plus aussi de fonctions et de bénéfices de leurs activités de jardinage. Donc, pour continuer, cette fois-ci, je vais comparer les motivations aux pratiques. Donc là, au type d'activité que les jardiniers entretiennent. On voit que les degrés de motivation, donc c'est toujours selon la classification passionné, pragmatique et hédoniste. Les passionnés sont un peu plus nombreux chez les personnes qui jardinent sur plus de 10 mètres carrés. Mais c'est surtout qu'ils sont beaucoup plus nombreux chez les gens qui jardinent plus de 2 heures par semaine. Donc ce degré de motivation, de passion du jardinage semble se concrétiser vraiment par un temps consacré au jardinage plus important que pour les zones ménage, mais pas, enfin, quand même des surfaces plus importantes, mais de façon moins significative. On reviendra là-dessus en conclusion tout à l'heure. Pour ce qui est de l'expérience de jardinage, le nombre d'années depuis lesquelles les personnes jardinent, plus de passionnés chez les personnes qui jardinent depuis plus de 10 ans, qui sont 51% de l'échantillon, je le rappelle. Mais ils sont représentés de façon similaire suivant les différentes catégories d'expérience. Il y a juste chez les personnes les moins expérimentées qui jardinent depuis moins de 2 ans, que là, les pragmatiques sont vraiment plus nombreux. Alors, je l'ai déjà évoqué tantôt par rapport à l'âge, le fait que les motivations évoluent en fonction de l'âge des répondants. Il y a peut-être aussi un changement ici dans les motivations exprimées, suivant l'expérience que les répondants ont du jardinage. Au début, quand ils commencent à jardiner, ils vont peut-être chercher des motivations alimentaires. On l'a vu sur tous les aspects qualitatifs. Puis plus l'expérience va, comment dire, ils vont jardiner depuis un nombre d'années plus important. Il y a probablement donc d'autres motivations, d'autres aspects qui vont venir chercher avec le jardinage. Donc c'est ça, je l'ai déjà dit, ça évolue avec l'âge, mais aussi avec l'expérience. Les deux étant liés, c'est pour ça que je vous le nomme ici, les personnes les plus expérimentées dans l'échantillon sont souvent aussi les plus âgées. Donc il y aurait encore plus de détails à creuser, d'études à faire à ce niveau-là. Maintenant, pour ce qui est de la contribution alimentaire, ça c'est sans appel, les passionnés sont largement surreprésentés chez les personnes qui produisent plus du quart de leurs approvisionnements fruits et légumes frais l'été. Donc, ces motivations, ces degrés de motivation sont liés aussi avec le potentiel alimentaire puis la contribution alimentaire du jardinage. Je vais conclure en rappelant que ce que j'ai constaté principalement pour ce qui est des motivations associées au jardinage, c'est que les aspects qualitatifs reviennent plus souvent que les aspects quantitatifs pour les jardiniers de la région de Montréal. Mais on retrouve ces aspects-là liés à l'alimentation sur tous les territoires, pour tous les types d'activités. Les gens expriment de l'importance pour rechercher de la saine alimentation, des aliments frais, etc. Vraiment, sur tous les territoires et selon tous les types d'activités. Ces raisons-là, associées au jardinage, elles dépendent bien sûr des profils socio-économiques. C'est pour ça qu'on va retrouver la recherche d'aliments qui correspondent à la culture beaucoup plus chez les immigrants. Le fait de vouloir montrer aux enfants d'où viennent les aliments beaucoup plus chez les jeunes familles, puis les gens qui ont des enfants. Puis on l'a vu, des enjeux plus de loisirs peut-être pour les personnes plus âgées. Et ça dépend aussi de leur pratique. Comme on a vu, les personnes qui produisent plus d'aliments sont les plus passionnées du jardinage, si on peut dire. En tout cas, elles associent beaucoup de fonctions à leurs activités. Et ça se traduit surtout sur un temps plus important dédié, consacré au jardinage. Et là, avec les autres résultats de ma recherche, je me pose aussi la question de dire, mais cette passion pour le jardinage qu'on retrouve quand même pour 51% des répondants, chez 37% de la population, ce serait un levier pour l'expression du potentiel alimentaire lié au jardinage. Ici, on l'a vu, c'est accentué avec les années d'expérience. Les gens qui jardinent depuis plus de 10 ans, qui sont la moitié des répondants, je répète, produisent probablement plus d'aliments et expriment plus de bienfaits par rapport à leurs activités. Et je l'ai déjà dit tantôt, je l'ai réécrit ici, mais le fait que les personnes passionnées s'impliquent plus en temps, ça fait appel à la notion aussi de barrière liée au jardinage. Ce que je constate dans mes résultats de recherche, c'est qu'on évalue beaucoup le potentiel alimentaire suivant les surfaces occupées, puis les rendements associés. Mais il semblerait qu'il y ait beaucoup de gens qui ne peuvent pas jardiner sur les surfaces dont ils probablement voudraient, parce qu'ils sont limités par un manque d'accès à l'espace. Mais c'est des gens qui jardinent quand même beaucoup, qui trouvent des moyens de jardiner sur leur balcon, ailleurs. Donc, il y a vraiment toute une mobilisation quand même, ici chez plus du tiers de la population.
Et il y a vraiment les enjeux de barrières pour l'accès à l'espace qui rentrent en compte et qui sont à adresser si on veut qu'il y ait davantage de personnes à jardiner sur plus grande surface et que ça produise davantage. Pour un peu donner des perspectives à tout ça, on l'a vu, le jardinage, c'est aussi au-delà de l'alimentation. La troisième raison la plus importante, c'est le plaisir à jardiner. Si on le voit, les personnes qui jardinent, elles recherchent la convivialité, la sociabilisation, le bien-être à travers cette pratique aussi. Il y a aussi les enjeux d'environnement qui reviennent et de santé, à la fois par le fait de manger plus sainement, des fruits et légumes, etc. Mais aussi d'être dehors, de faire une activité apaisante. Le jardinage a aussi un potentiel économique si on se met à chiffrer la valeur de la production, au moins pour les personnes qui jardinent et qui produisent le plus d'aliments. On parle de plusieurs dizaines de kilos, voire même des centaines de kilos chaque été, ce qui peut contribuer significativement à l'alimentation d'un ménage et à son budget alimentaire. Et aussi, c'est des pratiques qui peuvent être envisagées pour inclure des ménages plus vulnérables et marginalisés. On le met en avant pour la lutte contre l'insécurité alimentaire, mais c'est sûr, il y a vraiment d'autres aspects à regarder, comme ici on l'a vu pour l'accès à des aliments qui correspondent aux cultures des différentes personnes. Donc voilà, la multifonctionnalité du jardinage, elle a été exprimée par les répondants au sondage. Les motivations alimentaires, je me suis intéressé davantage, mais c'est surtout les aspects qualitatifs qui reviennent en premier. Mais d'autres aspects, et notamment, je le répète, le plaisir à jardiner qui est très important. Ça vient avec ce que je soulevais tantôt sur les barrières associées au jardinage. Qu'est-ce qu'on peut faire pour soutenir les activités de jardinage domestique? Il y a tout un volet de recherche qui s'intéresse à ces activités-là, comme des activités militantes, surtout dans le cas on peut parler de guerrilla gardening en Amérique du Nord, des activités de jardinage collectif, partagé, où les gens s'organisent en groupe et revendiquent d'autres choses que le fait de jardiner. Il y a aussi le fait d'occuper l'espace public pour jardiner qui peut se traduire par des revendications à certains égards. Donc bref, tout ça, c'est associé finalement à certaines motivations que je vous ai présentées. Puis on peut se poser la question de comment ces revendications-là, ces objectifs sont intégrés donc au mouvement d'agriculture urbaine à Montréal et ailleurs. Il y a toute une diversité d'activités en agriculture urbaine. Ici, je vous ai parlé des activités domestiques, dont 95% sont des activités résidentielles dans l'échantillon par rapport aux activités de jardin communautaire collectif plus institutionnalisées. Et comment, dans ce mouvement, on peut soutenir ces activités résidentielles qui sont très importantes par rapport à d'autres activités, je le nomme ici, mais dans le plan d'investissement 2023-2032 de Montréal, qui fait 22 millions de dollars, il y a 10 millions qui sont consacrés à l'agriculture urbaine, seulement, si je peux dire, et ça concerne principalement les jardins communaux, pour en réhabiliter de nouveau, en faire de nouveau. Ça ne prend pas en considération toutes ces activités résidentielles et domestiques. Et là, j'ai montré une autre photo, c'est des projets de ferme verticale. Ici, il y a Goodleaf qui va construire un gros complexe de plus de 30 millions de dollars à Longueuil. C'est un autre type d'agriculture urbaine, etc. Mais quand on voit donc les montants qui sont investis par rapport donc au soutien à l'agriculture urbaine, notamment au jardinage communautaire, ici on peut se questionner à ce niveau. Et pour ce qui est de la politique bioalimentaire du Québec, et vraiment l'accent sur l'autonomie alimentaire de la province. Il y a eu une annonce récente de 175 millions de dollars investis par le gouvernement, notamment pour la transformation, la production végétale et les serres. J'ai mis une photo ici du Premier ministre en visite dans une serre. Mais on ne retrouve pas en fait ces activités domestiques qui sont difficiles à soutenir, à considérer. Mais j'ai dans ma thèse montré puis vu que c'était une activité très importante dans la région de Montréal. Et voilà pour la présentation. Merci de votre attention.